Ben c'est parti. Donc bonjour à tous pour ceux qui sont en train de nous rejoindre. Donc aujourd'hui, on va avoir une session avec Louis et moi, donc on va se présenter, juste après. Pour les personnes qui auraient déjà assisté à la session précédente, donc là, c'est la deuxième session qu'on fait, sur ces thématiques-là. La thématique d'aujourd'hui va être focus sur tout ce qui est process commercial dans HubSpot. Comment bien définir son système commercial, comment bien le structurer et comment bien l'exploiter dans l'outil. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, du coup, je vous propose qu'on vous présente déjà les participants. Merci Christelle. Alors moi je suis Louis Védère-Doria, je travaille pour HubSpot, je suis responsable partenaire chez HubSpot sur la France. J'accompagne le réseau de partenaires dont fait partie Copernic sur la commercialisation de notre solution, sur le déploiement de la solution auprès de nos clients. Aujourd'hui, je vais jongler avec Christelle sur la définition non seulement des process commerciaux, je vais principalement moi animer la partie de la matérialisation dans la plateforme, dans HubSpot. Et je vous dis d'entrée que sur cette masterclass, je participe sur la première heure. La seconde heure sera entièrement faite par Christelle. Et je te laisse te présenter, Christelle. Mmh. Donc de mon côté, moi je travaille directement chez Copernic, je suis Customer Success Manager et donc je gère un portefeuille de clients, donc plutôt mid-market, corpo, et l'idée c'est d'accompagner nos clients sur le déploiement et la définition des stratégies qu'on peut mettre en place autour d'HubSpot. N'hésitez pas à vous présenter aussi dans le chat. On regardera tout. Après, on a aussi les modérateurs qui vont prendre des questions et qui nous les diront petit à petit dans ce chat. On a Loïc qui est le modérateur avec nous. Christelle, je te laisse présenter la session. OK, pas de souci. Alors là, l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont un process commercial, mais plus ou moins processisé et plus ou moins, réalisé à l'aide d'un outil. L'idée, c'est de se dire ici que tout process commercial a besoin d'être bien réfléchi en amont, bien processisé et bien déployé grâce à un outil pour que ça soit vraiment efficace et que vous puissiez derrière vraiment, traquer tout ce qui se passe et être beaucoup plus efficace en termes de vélocité commerciale. Donc là, l'idée, c'est de voir comment on peut faire tout ça au travers d'HubSpot, évidemment, pour vous faire gagner en efficacité sur les différents indicateurs que vont constituer un pipe commercial et in fine aussi faciliter la vie de vos sales. Donc c'est vraiment aujourd'hui, c'est toute on va dire le cycle de vie d'une opportunité commerciale que vous pourriez avoir, de la détection jusqu'à la signature d'un contrat ou même la perte de cette même opportunité. Et tout ça en fait est découpé dans la session entièrement. Donc comme on vient de le dire, de la fameuse détection jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle ici le processus commercial, hein. Exactement. Donc dans le planning d'aujourd'hui, comment on va, dérouler les choses? On va déjà revenir sur ce concept de pipeline, donc de tunnel de vente. Qu'est-ce que c'est? Comment bien le définir? Comment bien le réfléchir? On ira aussi sur des cas pratiques pour vous montrer tout ce qui est bonnes pratiques, erreurs à éviter dans la création, la définition d'un pipeline commercial. Et puis après, on ira dans le détail de ce que va constituer un pipe commercial, à savoir des transactions, des fiches transactions, des automatisations, toujours autour de bonnes pratiques et d'erreurs à éviter. Et sur la fin, on abordera la notion de devis et de prévision des ventes, aussi appelée forecasting dans HubSpot. Donc, on va commencer tout de suite par définir un tunnel de vente. Qu'est-ce qu'un pipeline dans HubSpot? C'est ni plus ni moins que la visualisation en fait de vos opportunités. Comme le disait Louis, de la détection jusqu'à la clôture, qu'elle soit positive ou négative, hein. Donc, si vous avez réussi à closer le deal ou pas, c'est vraiment les différentes étapes que va vivre votre opportunité tout au long du process commercial, avec les différentes étapes et toutes les informations que vous allez pouvoir collecter aux différentes étapes. Alors, je vais vous montrer en fait comment ça se matérialise dans la plateforme. Juste avant de vous montrer directement ce fameux outil Pipeline, il est super important avant tout de le définir sur papier. C'est-à-dire que ce que vous allez paramétrer dans la plateforme est le schéma de ce que vous aurez posé sur papier. Et quand je parle de poser sur papier, c'est penser à quelles sont vos différentes phases justement commerciales. Tout à l'heure, Christelle va vous dire les erreurs à éviter, mais typiquement de la relance d'une opportunité ne constitue pas une phase commerciale. La phase commerciale, c'est l'ouverture d'une opportunité, le rendez-vous
découverte, par exemple la soutenance d'une proposition, l'envoi d'un contrat, etc., etc. Donc en fait, pendant toutes ces phases-là, vous allez bien évidemment, pardon, effectuer donc des relances, que ce soit par mail, par téléphone. Il va y avoir tout un tas de mini-étapes, mais ça qui sont considérées comme étant des actions dans chacune de ces phases, et d'une manière générale ne constituent pas en fait le pipeline commercial. Donc je vais vous expliquer ça de suite dans la plateforme. Dis-moi Christelle si on voit bien, si on voit bien HubSpot en l'occurrence. Ouais, c'est tout bon. Ouais, ok, parfait. Donc vous voyez ici, je suis sur un pipeline qui est relativement classique et standard, qui est divisé en un peu moins d'une dizaine de phases commerciales. On a 7 pour être exact. Et vous voyez, ces phases commerciales, on est sur détection d'un besoin, rendez-vous de découverte, soutenance, contrat en cours d'édition, négociation de signature et gagné ou perdu. Toutes ces différentes phases, vous allez avoir dans chacune des colonnes donc les opportunités que vous allez avoir. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle aussi une transaction dans la plateforme. Au fur et à mesure où cette opportunité va avancer dans son cycle de vie, vous allez justement la déplacer dans son cycle de vie. Si vous regardez, en fait, en déplaçant, il y a des montants qui sont en bas, qui sont le cumul, qui correspond au cumul du nombre d'opportunités affiné en fait, pondéré avec un taux de conversion que vous pouvez définir, on le regardera tout à l'heure. Mais si par exemple on part du principe qu'en détection de besoin, vous n'avez uniquement une chance sur 5, c'est-à-dire 20% de gagner ce projet-là, en fait en pondéré, même si la valeur ici est de 30 000 euros de cette opportunité, en pondéré, il va ne garder que 6 000 euros. C'est ce qui permet en fait justement d'avoir un forecast, un prévisionnel qui est un peu plus précis. Je vous montre en fait la manière dont ça va avancer. Là, vous voyez par exemple sur cette opportunité qui est à 24 000 euros, je vais prendre celle-là, 30 000 euros et 24 000 euros. En bas s'affiche donc maintenant dorénavant le cumul des deux, 54 000 euros, et la pondération, qui est à 80% ici, qui correspond donc à 43 200 euros. Vous pouvez en fait créer différents pipelines, parce que bien évidemment, on ne vend pas forcément qu'un produit ou qu'un service. Attention, ici, il ne faut pas non plus créer un pipeline par produit ou par service. Un pipeline correspond plutôt à un cycle de vente. Si vous avez des cycles de vente qui sont différents, des phases qui sont différentes, alors effectivement, là, ce sera assujetti à un pipeline différent. Je vais vous montrer d'autres exemples ici. Là, on est donc sur un pipeline classique, vraiment standard de vente. Je vais aller sur d'autres pipelines. J'en ai un qui est très en ligne, puisque c'est un pipeline e-commerce. Très simple, panier en cours, paiement accepté, paiement refusé, panier abandonné. Je vais vous en montrer un autre, adhésion, candidature reçue, analyse de candidature, rencontre, débrief interne, édition des documents d'adhésion, etc. Je vais vous en montrer un dernier qui est en fait là pour le coup, on va revenir vraiment sur du commercial, mais qui est dédié à de l'assurance, au monde de l'assurance en l'occurrence, qui est demande reçue, premier rendez-vous de besoin, devis à faire, devis en cours de signature, signé ou perdu. Voilà, sinon je pense véritablement que le pipeline classique reste celui qui sera le plus parlant ici. Christelle, je te rends la main. Yes. Donc comme on vient de le dire, il faut pas se lancer tête baissée tout de suite dans la plateforme HubSpot et créer les pipelines comme ça nous vient. L'idée, c'est vraiment de se poser en amont, effectivement, sur un papier et de se dire combien de pipes je vais avoir besoin, quelles sont mes différentes étapes, est-ce que j'ai vraiment besoin d'autant de pipes que ça, est-ce que je peux pas les mutualiser. Toute cette réflexion, elle doit se faire en amont avant d'aller sur la plateforme. Donc là, il y a quelques bonnes questions à se poser qui peuvent vous permettre justement de vous orienter sur le nombre de pipes, etc. La première question qu'on peut se poser ici, c'est quels sont les services qui vont utiliser les pipes. Comme le disait Louis, l'idée, c'est pas de créer un pipe par produit. En revanche, créer un pipe par équipe, ça, c'est une bonne idée. On va avoir par exemple un pipe commercial vraiment pour la vente, pour l'équipe commerciale, et on peut très bien avoir un pipe administration par la suite pour toutes les personnes qui, post-signature des contrats, post-signature des devis, vont gérer la partie facturation, encaissement des paiements, etc. C'est pas du tout les mêmes équipes, donc pas les mêmes pipes, par exemple. Une deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est les étapes de votre process. On disait tout à l'heure, les relances en tant que telles ne sont pas des étapes de process de vente. Une étape, ça va être une opportunité détectée, un rendez-vous booké, un rendez-vous de négociation en cours. Ça, c'est vraiment des étapes. Les relances ne sont pas des étapes. Il faut éviter d'avoir trop d'étapes aussi. Hein. Si on a un pipe avec 20 étapes, c'est compliqué.
Pareil, on ne peut pas faire un pipe parce que mon équipe commerciale ne fonctionne pas de la même façon. Là, il faut réfléchir à l'inverse et se dire, c'est justement le moment de faire en sorte que toutes les personnes de mon équipe commerciale travaillent de la même façon et de standardiser, ces process. Donc, chaque commercial ne va pas avoir son propre pipe. On va avoir un pipe et chacun va devoir l'utiliser avec les mêmes étapes standards. On peut aussi se poser la question des informations qui vont être utiles, des informations que je vais collecter tout au long de mon process de vente. Par exemple ici, si je fais évoluer ma transaction comme le montrait Louis tout à l'heure avec le drag and drop, hein, d'une étape à une autre, donc de opportunité détectée à rendez-vous booké par exemple, ben forcément à rendez-vous booké, l'information que j'ai ici, c'est la date de ma démo et donc je vais pouvoir renseigner cette étape à ce moment-là. Donc là, c'est important de bien réfléchir aux informations que je vais collecter à chaque étape. Ça me permettra vraiment de mettre à jour mes transactions et que mes informations soient le plus précises possible en temps réel. Parce que c'est ce qui va faire que le pipe, le montant du pipe ou les différents indicateurs qu'on va pouvoir analyser derrière seront le plus précis et le plus à jour possible. Donc, il y a ce genre de questions à se poser. Pareil, la nomenclature des transactions. Il faut éviter au maximum que chaque sales puisse écrire le nom des transactions comme il le souhaite. Visuellement, c'est beaucoup plus simple d'avoir une certaine nomenclature, nom de l'entreprise, date de clôture et peut-être produit associé à la vente, simplement pour que visuellement, ça soit plus propre et mieux organisé. Tout ça sont des éléments qui sont vraiment très importants donc en amont, comme vient de le dire Christelle, puisque véritablement l'outil ne sera que la résultante de la réflexion que vous avez eue en amont. Dans le déclenchement, par exemple, des actions, qui est le point 4 ici, Christelle a parlé de on peut avoir différents pipes, y compris un pipe administratif. En l'occurrence, je vais vous donner des exemples les plus simples, mais en fait qui sont concrètement les exemples les plus utilisés aussi dans la plateforme, qui, quand on va gagner un contrat ou quand on va gagner une opportunité commerciale, on va donc déplacer, notre opportunité dans une affaire qui a été gagnée. En fait, on peut déclencher une automatisation, c'est-à-dire une création de on va dire d'une tâche ou d'autres éléments dans HubSpot, mais en fait, cette création peut enclencher et créer une carte, on va dire, dans un autre pipe qui sera administratif et qui va être création de factures, collecte de paiement, en retard de paiement, et cetera. Donc en fait, ça peut aussi automatiser, différentes créations de d'autres opportunités pour les départements associés, mais y compris aussi, en l'occurrence, parce que là je parlais d'une affaire qui était gagnée, mais si une affaire est perdue, typiquement, moi c'est ce que j'ai dans HubSpot, c'est ce que je conseille aux partenaires avec qui je travaille dans HubSpot, c'est que dès qu'une opportunité est perdue, il y a une tâche automatique qui va se créer de recontacter la personne à +3 ou +6 mois en fonction de la typologie du projet. Et donc automatiquement, donc ces tâches vont se mettre dans le gestionnaire de tâches que vous aurez dans la plateforme. On peut même automatiser des relances de prise de contact par email. Donc là, en exemple de pipe, on l'a dit à l'instant, mais on peut reciter donc le fait d'avoir par exemple un pipe existing business, donc des clients actuels, ou new business, des nouveaux prospects que vous avez dans le pipe. Hein. Pour certains business, c'est intéressant de pouvoir bien les segmenter et de bien les avoir différenciés. On pourrait avoir un pipe renouvellement de contrat. Vous n'avez pas forcément de la reconduction tacite sur vos abonnements, donc ça peut être un pipe qui permet justement de relancer à la bonne période, aux dates de fin de contrat, les renouvellements sur vos clients actuels. Le suivi administratif, comme on vient de le dire, hein, ça c'est une équipe dédiée, c'est pas les sales en général qui font ça, donc ils peuvent avoir un pipe dédié à ça. Pareil pour les étapes d'onboarding. On a beaucoup de clients qui ont une étape d'onboarding post-signature, dans lequel il y a beaucoup d'étapes, dans lequel il y a des choses à ne pas oublier. Et donc, ça va constituer un pipe pour plus de facilité pour gérer toutes les choses qu'il y a à faire à ce niveau-là. Et un exemple un peu à part, mais néanmoins qui peut être très utile aussi, c'est un pipe RH. Par exemple, pour le recrutement de nouveaux candidats, vous pouvez très bien réaliser ça sur les pipelines HubSpot parce que ça fonctionne de la même façon. Vous allez avoir une première étape qui est les candidats potentiels, les candidatures reçues, et puis après les différents entretiens jusqu'à Lost, finalement, ça n'a pas matché, ou gagné, finalement, la personne a été recrutée et suivre ça via ce pipe-là. Très important, les erreurs donc à ne pas commettre.
Exactement. Donc là, voyez à l'écran un premier exemple, on va dire. Donc vous avez les étapes sur la gauche du pipe et à droite, les probabilités de transaction. Donc je vous laisse regarder rapidement ce que vous avez ici à l'écran. Mais là, ici, la première erreur, comme on l'a déjà mentionné, c'est les relances. Encore une fois, les relances ne sont pas des étapes en soi d'un process commercial. Donc ici, vous voyez, on a relance 1, relance 2, jusqu'à relance 5. Non, ça justement, ça peut faire l'objet d'automatisation, comme le disait Louis, à une étape dédiée. Donc par exemple, je suis à l'étape RDV, rendez-vous téléphonique booké, et je suis là depuis 20 jours sans activité de ma transaction. Et ben, je peux créer une automatisation justement en disant si je dépasse les 20 jours d'inactivité de ma transac, à ce moment-là, déclencher une séquence ou déclencher un workflow de relance dans lequel je vais avoir mon mail 1, mail 2, mail 3. Mais ça ne doit pas constituer des étapes en tant que telles. Donc là, c'est la première erreur qu'il y a ici. Et la deuxième erreur que vous pouvez voir sur la colonne de droite, au niveau des probabilités. Là, vous voyez, alors déjà, on n'est pas forcément dans l'ordre, hein, on a du 20, du 60, et puis ensuite on repart à 30, etc. Normalement, plus j'avance dans mon process commercial, plus je m'assure de closer le deal. Normalement, on ne devrait pas avoir une incohérence comme ça dans les pourcentages, et que à la relance 5, je repasse à 10%. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose d'incohérent, ça doit aller de façon croissante. Et dans un pipe, je ne dois avoir que un gagné et un perdu. OK, parce qu'il y a que une possibilité positive et une possibilité négative. Je ne dois pas en avoir plusieurs. Tout à fait, hein. Et quand vous définissez vraiment en fait ces phases, gardez à l'esprit que c'est le découpage des différentes phases commerciales que vous allez avoir. Toutes les relances, on insiste vraiment là-dessus avec Christelle, ça ne constitue pas une phase commerciale, c'est une action commerciale pour faire avancer justement une opportunité dans le pipe commercial jusqu'à soit la gagner, soit la perdre. Donc c'est important de garder ça à l'esprit quand vous définissez votre pipe. Alors, erreur numéro 2. Là, je vous ai mis uniquement les étapes du pipe. Donc là, sur la gauche, vous avez circulaire envoyé avec 1000 personnes, enfin 1000 transactions dedans. Ensuite, opportunité détectée, 76. Rendez-vous de clarification, là j'en ai 4. Devis envoyé, 24. Excusez-moi, je ne lis pas très bien 34, d'ici. 34. 34. Fermé gagné, fermé perdu. Là, l'erreur qu'on a ici, c'est plutôt en termes de volumétrie. J'ai déjà une première étape qui est circulaire envoyé. Alors là, déjà, il y a une question qui se pose. Certains business vont dire: «Oui, je veux mettre tout de suite tout le monde dans mon pipe, ça me permet de traiter tout le monde et d'oublier personne». Alors ça peut être un argument. Maintenant, normalement, le pipe est fait vraiment pour les opportunités. Le problème ici, si je mets tout de suite tous mes circulaires envoyés, donc c'est-à-dire, par exemple, un mailing que j'aurais fait sur une base en masse, hein, le fait de mettre tout le monde dans mon pipe va fausser un peu déjà les indicateurs et les résultats que je vais avoir derrière. Parce que là, ça me crée déjà un goulon d'étranglement où j'ai 1000 personnes dans ma première étape. Alors, je suis pas certaine qu'une équipe commerciale de 5 ou 10 sales sera en mesure de traiter ces 1000 personnes, d'autant plus que, sachant que c'est juste un circulaire envoyé, je dois avoir beaucoup de non-quali, de non-engagés dans ces 1000 personnes. Donc, déjà, c'est pas forcément une bonne pratique de mettre à ce stade-là déjà tout le monde dans le pipe. Il faut vraiment distinguer le fait de faire des actions d'acquisition, de réactivation. Et le fait d'avoir des opportunités détectées. Là, on est un peu à mi-chemin, donc déjà, c'est pas forcément une bonne pratique d'avoir cette première étape de pipe ici. Et la deuxième erreur, c'est sur la volumétrie, sur les différentes étapes. Là, vous voyez, j'ai beaucoup de transactions dans les premières étapes de pipe, mais par contre, derrière, au niveau rendez-vous de clarification prix, j'ai personne. J'ai plus que 4 transactions. Donc ça assure pas un travail régulier côté sales, ni une régularité au niveau des indicateurs du pipeline. Ce genre d'information peut aussi vous montrer, que, dans les process, en tout cas commerciaux que vous avez définis à aujourd'hui, il manque peut-être une étape intermédiaire. En l'occurrence, pour reprendre l'exemple du rendez-vous de clarification, il pourrait manquer une étape intermédiaire qui fait qu'on n'a pas un taux de conversion
assez élevé pour aller au rendez-vous suivant. Donc c'est intéressant d'utiliser ce genre d'outil, enfin l'outil Pipeline, parce que ça permet aussi d'analyser avec un certain recul les fameux goulots d'étranglement dont parlait Christelle, et aussi en fait là où on voit que ça pêche dans notre pipeline commercial. Autre exemple. Alors là, vous voyez sur la gauche, pareil, c'est les phases de mon pipe. Donc, opportunité créée, discovery en cours, nurturing, etc. Jusqu'à closing, gagné. Et après, j'ai lost avec différentes raisons de lost. Est-ce que c'est parti à la compétition, trop cher, autre, etc. Et puis à droite, les probabilités de transactions associées. Donc là, je pense que même pour vous, ça va être flagrant. Premier problème, c'est sur les phases. Le fait d'avoir différentes raisons de lost comme ça n'est pas du tout une bonne pratique. Là encore, il faut une étape gagnée, une étape perdue. Et comme on le disait tout à l'heure, on va se poser la question de quelles sont les informations que je vais collecter à mes différentes étapes. Simplement, quand je vais faire évoluer ma transaction de rendez-vous réalisé à lost, et ben à ce moment-là, je vais déclencher une propriété motif du lost, donc en menu déroulant, parce que surtout pas faire ça en texte sur une seule ligne. Les textes ne permettent pas de traquer, ne permettent pas d'analyser, ça on ressort pas ni de tendance ni de ratio. Donc il faut vraiment faire ça en menu déroulant. Et c'est à ce moment-là dans ma propriété où là je vais pouvoir répondre est-ce que c'était trop cher, est-ce qu'il est parti à la concurrence, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et comme le disait Louis tout à l'heure, ces informations que je vais collecter vont me permettre demain de réactiver ces personnes. Mais je vais pas les réactiver de la même façon. Quelqu'un que j'ai perdu parce qu'il est parti à la compétition, à la concurrence, et quelqu'un que j'ai perdu parce que nos produits étaient trop chers, je ne vais pas lui adresser de la même façon et je vais pas l'adresser aussi au même moment. Pour certains, je vais attendre un délai de 6 mois, pour d'autres peut-être 3 ans. Donc, on va bien les distinguer dans une propriété pour pouvoir les réactiver demain. Sachant que dans les menus déroulants dont parle Christelle, si par exemple on perd face à la concurrence, on peut même préciser en fait chez quel concurrent nous avons perdu ou avec quel concurrent on était dans cette opportunité, enfin en tout cas dans ce cycle de vente. Il y a quelque chose d'autre qui est important, parce qu'on analyse énormément tout le temps, les opportunités qui sont perdues dans un cadre d'amélioration. N'oubliez pas qu'il faut aussi, en fait, donner la raison d'une opportunité qu'on a gagnée. Parce que ça va permettre de mettre en exergue des patterns, en fait, sur lesquels vous allez voir que peut-être que quand vous êtes face à tel ou tel concurrent, vous avez des facilités de gagner. Ou alors si vous êtes face à tel produit, que vous utilisez tel produit ou quand vous êtes à tel prix ou telle offre, vous vous rendez compte qu'en fait la probabilité de gagner elle est beaucoup plus grande. Donc en fait aussi, il faut autant analyser pour information la perte pour amélioration que les opportunités gagnées pour aussi peut-être faire un focus sur ce type d'opportunités sur lesquelles vous avez plus de facilité. Exactement, et comme ça, demain, on pourra très bien avoir, un dashboard avec des rapports qui nous permettent de voir le ratio sur 2021. Quelle est la raison majeure pour lesquelles on a gagné un deal et à contrario, quelle est la raison majeure pour lesquelles on a perdu les deals sur 2021? Ça permet aussi de redéfinir la stratégie commerciale en réalité. C'est ça. Donc là, autre exemple, donc pareil, on a les noms de phase sur la gauche, donc rendez-vous de démo à suivre, simulation à faire, proposition envoyée, fermer gagner, lost, et puis à droite, les probabilités. Donc là encore, c'est des erreurs qu'on a déjà mentionnées avant. Déjà le souci sur les noms de phase où on a deux types de lost, temporaire, définitif. Pareil, ici, on pourrait simplement avoir une étape perdue, la raison de la perte, et ce côté temporaire ou définitif, on pourrait aussi le collecter, mais au travers d'une propriété. Si c'est un loss définitif, j'ai peut-être pas besoin de passer énormément d'efforts commerciaux dessus plus tard. Par contre, ça vaut quand même le coup peut-être de le mettre dans des workflows pour simplement garder le contact sans perdre totalement la relation. Des loss temporaires, eux, pour le coup, je vais essayer de les relancer plus régulièrement.
Donc globalement, sur les différentes, erreurs qu'on vient de voir ensemble, ce qu'il faut retenir, c'est que sur les pipes que vous allez créer, déjà faire attention au nombre de pipes évidemment, ne pas en créer trop, essayer de mutualiser quand même en fonction des équipes, en fonction de l'intérêt du pipe. Les étapes, elles aussi, doivent être bien pensées pour que ça soit stable et croissant. Il faut éviter les incohérences ou les boulons d'étranglement, les incohérences de volumétrie. Il faut que ça soit stable pour que derrière, ça révèle vraiment les indicateurs que vous puissiez analyser et corriger. 2e chose, c'est bien standardiser le suivi des leads. Les membres de votre équipe commerciale n'ont pas à avoir des process différents. C'est justement à eux, de s'adapter et de standardiser pour que le process soit le même. 3e chose, c'est maintenir les informations, à jour. Donc ça, c'est ce qu'on disait, c'est toutes les propriétés qu'on va presque forcer, sur la complétion à chaque étape. C'est pas, ça peut paraître compliqué au début, mais honnêtement, le fait de forcer la complétion de ces propriétés au moment de la mise à jour des transactions, vous le verrez par la suite, c'est plus un gain de temps qu'autre chose. Vous n'avez pas à penser à vous dire: «Bah, tiens, il faut que je rentre dans la transaction, il faut que je remplisse telles et telles infos parce que je les ai eues». On part du principe qu'à cette étape, vous avez les infos, donc on vous le demande pour mettre à jour la transaction. Ça permettra une mise à jour beaucoup plus précise. Simplifiez au maximum votre pipeline. Évitez les pipes à rallonge avec 20 étapes. En général, il n'y a pas besoin de 20 étapes. Il faut essayer de mutualiser au plus que possible. Et dernière recommandation ici sur les pipes, gagner en clarté avec des pipes par équipe, comme on le disait tout à l'heure. On revient maintenant sur la création même du tunnel de vente. Tout à l'heure, je vous ai montré dans la plateforme un tunnel de vente qui était déjà prédéfini. On va vous montrer ici en fait comment en créer un en tant que tel. Christelle va d'abord vous montrer, et il va y avoir ça petit à petit en fait dans le cadre de cette masterclass, les étapes qui vont être littéralement listées sur ce fameux PowerPoint. Et après, moi, je vais vous le montrer en réel dans la plateforme. Tu veux y aller, Christelle? Tu veux présenter ces choses-là ou tu veux que je passe directement sur la plateforme? Bah, je pense que c'est plus pratique si on va directement sur la plateforme. OK, parfait, parfait. En tout cas, sachez que donc tout ce qu'on voit là, c'est exactement ce que je vais faire dans la plateforme, et donc qui, encore une fois, est inscrit ici. Enfin, les différentes étapes sont inscrites ici. Donc là, on a comment créer un fameux tunnel de vente, comment modifier le pipeline de transaction en tant que tel. Ici, comment modifier les phases, etc., etc. Donc, je vais vous montrer en fait ça en live. Je reviens donc sur le fameux pipe où nous étions tout à l'heure. Quand je vais cliquer sur action du tableau de bord ici, vous voyez que je vais avoir différents éléments qui vont s'afficher, et je vais pouvoir cliquer sur modifier les phases. En cliquant sur modifier les phases, en fait, HubSpot va m'amener dans l'aspect paramétrage de la plateforme. Ici, on voit que je suis sur mon pipeline que j'ai appelé classique. On va retrouver en fait les pipelines que je vous ai montrés tout à l'heure, qui sont e-commerce, adhésion, assurance. Ici, donc, pour créer un pipe, enfin déjà, même pour renommer le pipe que je viens de créer ici, il suffit de cliquer sur la droite et donc renommer le pipe, pour information. Toutes les différentes phases que vous allez trouver se trouvent en dessous. D'accord? C'est exactement en fait tout ce que Christelle était en train de nous expliquer, de la création même d'une opportunité jusqu'à faire 1000 gagner perdu. Les probabilités de transaction que vous voyez, en fait, vous allez pouvoir affiner ça directement en cliquant dessus, et en fait renommer chacune des phases petit à petit. Ajouter une phase, c'est écrit noir sur blanc. Il suffit en fait de cliquer ici, et je vais mettre une phase intermédiaire, juste pour montrer à titre d'exemple, parce que comme on vous le disait tout à l'heure, c'est pas forcément un bon type de nom, en l'occurrence que je suis en train de choisir, mais c'est juste pour vous montrer. Je vais rajouter cette phase intermédiaire juste après la détection du besoin. Donc en l'occurrence, je vais annuler parce que je vais supprimer moi cette phase intermédiaire. Enfin, je vais pas l'utiliser en réalité. Donc la création même du pipeline et sa définition des différentes phases des probabilités se font simplement comme ça. Je vais vous montrer ensuite l'automatisation qu'on peut mettre en place autour du pipeline. Mais d'abord, je vais rendre la main à Christelle pour expliquer en fait l'importance de l'automatisation que vous pouvez mettre autour de ces pipes.
Alors, oui, donc la partie automatisation, elle va être assez importante. Ça va vous éviter, en fait, les actions chronophages et fastidieuses que, l'équipe commerciale doit faire aujourd'hui. Ces actions-là, on va pouvoir simplement les automatiser pour vous faire gagner du temps. Maintenant, il faut quand même prendre ça avec des pincettes. Il faut pas vouloir trop tout automatiser. Ça existe, hein, il y a des pipes qu'on peut, automatiser de A à Z, notamment sur les personnes qui ont des abonnements automatiques par internet. Donc, la personne, le client, final va être en totale autonomie pour s'inscrire, sur le site, créer son compte et puis faire ses achats directement. Donc, on peut avoir des choses totalement automatisées. Maintenant, en général, quand même, sur la plupart des process commerciaux qu'on va rencontrer, il y aura quand même de l'humain, donc il faut pas vouloir tout automatiser tout le temps. Donc ici, on a par exemple, certaines bonnes pratiques. Le fait de créer une tâche quand il s'est passé quelque chose. Par exemple, le client a ouvert un document que vous lui avez envoyé. Cette fonctionnalité-là, vous pouvez le faire sur HubSpot, hein, via les documents traqués. L'ouverture d'un document traqué peut générer une tâche auprès du propriétaire de la transaction en vous disant: «Bah tiens, machin, cette personne-là est dans ton process commercial, elle vient d'ouvrir ton document, bah, c'est peut-être le moment de la recontacter. Il y a un bon trigger ici. Ça peut être d'autres tâches comme ça qui peuvent avoir vraiment son importance. Mais par contre, éviter de trop spammer aussi l'équipe commerciale. Les tâches, elles sont intéressantes quand on peut les gérer. Si derrière, on a trop de tâches que les commerciaux sont sous l'eau et qu'ils ont chacun 400 tâches en retard, ça devient très vite contre-productif. Donc là-dessus, faites attention. Par exemple, si une transaction est inactive depuis 3 heures, vous n'allez pas tout de suite générer une tâche à votre commercial. Vraiment, peut-être attendez 24 heures, 48 heures en fonction de votre politique. Ça, c'est des choses à définir, bien sûr, mais évitez en tout cas de trop les spammer. Le plus important vraiment, je reviens sur un élément que j'ai dit au tout début de cette présentation, c'est, n'utilisez jamais HubSpot dans un premier temps pour définir tout ça. C'est important de toujours définir soit sur papier, soit sur paperboard, soit sur une mind map tout simplement. Non seulement donc les phases commerciales, les définitions des propriétés, donc ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce qui va permettre de faire avancer cette phase commerciale, enfin cette opportunité dans les différentes phases et quelles sont les informations qu'on veut récupérer de manière obligatoire. Et donc va en découler justement ces automatisations. Il faut aussi les définir sur papier, de comprendre en fait, ok, bah si j'ai pas eu de retour au bout de 3 semaines de telle personne, qu'est-ce que ça doit enclencher dans le système. Une fois que vous avez défini tout ça, en fait, donc HubSpot n'est que l'outil dans lequel vous allez retaper, toutes les différentes automatisations que vous auriez imaginées, hein. C'est ça, exactement et un exemple supplémentaire simplement pour répondre à Cédric, quand on a un pipe, commercial et je suis passée en clause gagnée, donc j'ai signé. Ici, vous pouvez créer une automatisation qui va simplement copier-coller la transaction dans un pipe administratif pour pouvoir faire le suivi derrière de la facturation, des paiements et cetera et comme a dit Louis, toutes ces automes sont des choses pertinentes, sont des choses qui vont vous aider et on n'est pas dans l'ordre du spam. Donc là-dessus, il faut bien faire cette nuance avant de commencer à créer tout ça sur la plateforme. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, quand on arrive sur, par exemple, la phase donc gagnée, ça peut créer, on peut supposer, ça peut faire appel à 2 autres pipelines. Donc il y a celui qui est administratif dont vient de parler Christelle, c'est-à-dire que, édition facture, jusqu'à son paiement. Mais ça peut aussi, si, vous êtes sur de la vente de projets ou de services ou de prestations intellectuelles, de créer en fait aussi une autre transaction pour la gestion d'équipe projet gagné, nouveau projet reçu, et après en fait on doit dérouler son suivi projet qui en fait est le pipeline projet. Donc c'est le fait de transférer d'une phase à une autre une opportunité commerciale peut faire appel à d'autres pipes donc dans la plateforme. Généralement c'est utilisé pour les phases gagnées, hein, ce que je viens d'expliquer ici, hein. Je vais vous présenter donc ça dans la plateforme. Encore une fois, vous avez le support en slide qui vous explique où est-ce que vous pouvez trouver tous ces différents éléments. Je vais passer un peu de temps sur la partie que moi j'appelle simplifiée
de l'automatisation, c'est-à-dire que c'est directement accessible depuis le pipe, sur lequel vous allez pouvoir donc en fonction de chacune des différentes phases, enclencher des automatismes. On va ensuite venir sur l'aspect qu'on appelle workflow dans HubSpot ou scénarisation, qui est un peu plus complexe, un peu plus chiadé, avec beaucoup plus d'actions à définir aussi. Je vais vous montrer des exemples préfaits, en tout cas que j'avais préfait dans le cadre de cette de cette masterclass. Alors, je reviens en fait là où j'étais dans les différentes phases du pipe. Donc là, je suis sur le pipeline assurance. Je suis de retour sur ce fameux pipeline. Et vous voyez ici, on était sur configurer tout à l'heure. Et maintenant, je vais cliquer sur automatisation, enfin automatiser. Dans automatiser, on redécouvre en fait les différentes phases qu'on a vues un peu plus tôt. Et derrière ces phases, maintenant, on va pas voir les transactions, mais donc on va voir les fameuses automatisations où on peut créer des automatisations sur chacune des phases. Vous voyez ici qu'on en a créé déjà certaines dans le cadre de cette masterclass, c'est que dès que le rendez-vous de besoin est effectué, en l'occurrence, ça va créer une tâche d'email de suivi à envoyer. Ça, moi, je vous le conseille pour revenir sur ce que disait Christelle, je vous conseille plutôt de le faire pour vos nouveaux commerciaux, pour que ils aient eux-mêmes, enfin, ils prennent eux-mêmes l'habitude de le faire, mais pas forcément pour un commercial qui est plus senior, qui automatiquement va créer va envoyer un email de suivi après un rendez-vous de besoin. Il faut pas noyer, encore une fois, comme le disait Christelle, les commerciaux sous des tâches administratives. Tout simplement, en fait, la création de ces tâches-là, si moi je veux rajouter un certain délai, de dire, bah, c'est pas dès que le rendez-vous est fait que je vais envoyer un email, mais il faut attendre au moins, enfin, je vais attendre au moins 24 heures, je vais créer sur le petit plus qu'on voit avant. HubSpot, sur la droite, va afficher les différentes tâches. Alors, je vais juste afficher sur plus parce qu'il en affiche pas tant que ça. Les différentes actions qu'on peut lancer dans l'automatisation. Alors, je vais pas revenir sur toutes les actions parce qu'en fait, il y en a quand même pas mal. Mais ici, on va pouvoir dire, si je reprends juste l'exemple que je donnais, si vous souhaitez retarder d'un certain temps, je vais tout simplement dire, OK, ben, on va retarder de 2 jours la création de cette tâche. Donc maintenant, ça m'a créé en fait un délai entre le moment où le rendez-vous aura été effectué et la création d'email de suivi qui sera donc de 2 jours. Quand le devis est à faire, ça peut par exemple envoyer, ici donc on est sur la phase, devis à faire, ça peut envoyer une notification en interne, c'est-à-dire un email en interne, à votre, service, administratif pour la création d'un devis, un tant soit peu que ce soit un service administratif, sinon ça peut tout simplement notifier en fait le commercial ici. Donc la création de tâches, je vais pas revenir sur toutes les différentes phases, mais je pense que vous avez compris la manière dont ça fonctionne. Mais tout ça donc est à définir, comme je disais tout à l'heure, au même moment que vous définissez ces différentes phases. Quand vous vous posez sur vos propres processus commerciaux, de dire bah, qu'est-ce que en fait chacune de ces phases-là, quelles actions doivent découler de chacune de ces phases-là. Donc c'est ce qui permet aussi d'éviter justement les fameux pipes, les fameuses erreurs à ne pas commettre, d'avoir un pipe à rallonge parce qu'entre chacun des éléments, on a relance 1, relance 2, relance 3, etc. Ça, c'est ce que j'appelle la version simplifiée de l'automatisation. Tout simplement, si je vais sur un autre pipeline, donc là je vous ai montré aussi tout à l'heure le pipeline classique, je clique sur automatiser, je vais pouvoir créer de nouvelles automatisations sur ce que je vais appeler donc la version simplifiée. Je vais vous montrer maintenant ce que j'appelle la version un peu plus complexe, un peu plus chiadée, c'est tout simplement dans automatisation et dans workflow. J'ai déjà ouvert des workflows ici que j'avais déjà créé. J'ai ouvert un workflow qui est relativement simple et puis ensuite un workflow d'assignation commerciale qui est un peu plus complexe dans sa création et dans sa définition. Un workflow, c'est ni plus ni moins en fait une automatisation. Enfin, c'est un scénario qui va avoir deux choses. Et il faut vraiment penser à ces deux choses-là quand on va les créer. C'est quel est le déclencheur de ce workflow? Qu'est-ce qui fait que ce scénario va se déclencher? Et quel est l'objectif de ce workflow? Donc, c'est les deux éléments auxquels il faut penser. À partir du moment où on a défini ces deux éléments-là, en l'occurrence, dans le workflow que je suis en train de vous montrer, l'idée, l'objectif, c'est de réengager un client qui a déjà passé une commande à N+. Alors là, en l'occurrence, on est sur du consommable dans le cas de cet exemple, donc c'est N plus 30 jours. Je vais dire n'importe quoi, mais ça pourrait être du maquillage, un produit de beauté, un produit de consommation. Où on sait qu'en fait les délais sont assez courts. En réalité, ça pourrait être un produit dont le délai de consommation peut être très long. Hein. On va définir donc tous ces différents déclencheurs. Donc c'est quelqu'un qui est déjà client,
dont le dernier achat s'est effectué il y a 30 jours et dont le chiffre d'affaires, ça c'est quelque chose que j'avais défini qui n'est pas obligatoire bien sûr, mais c'est pour vous montrer que c'est cumulatif, dont le chiffre d'affaires en fait mensuel dépasse les 400 euros. À partir du moment donc où tous ces critères-là sont déclenchés, il va y avoir donc un email qui est envoyé automatiquement au contact pour réengager pour une nouvelle vente. Et donc là, bon, l'idée c'est pas forcément de spammer ici la personne en question, hein, mais c'est juste pour vous montrer s'il y a une action sur l'email en question. C'est-à-dire si elle a cliqué sur un lien, si elle s'est rendue de nouveau sur votre site, si elle a pris rendez-vous avec un commercial ou peu importe, on va considérer en fait que ici, alors parce que c'est une automatisation qui est assez simple, enfin, un workflow qui est assez simple, on va considérer que cette personne est intéressée pour acheter. Et si ce n'est pas le cas, si on n'a pas eu encore de retour, en fait, on peut continuer les différentes actions. Voilà, donc ça, c'est de l'automatisation un peu plus poussée que ce que je vous ai présenté juste avant, sachant que ça fonctionne de la même manière quelque part, c'est en cliquant sur le plus entre chacun des éléments, et vous allez retrouver toutes les différentes actions qui vont être possibles à réaliser dans HubSpot. Maintenant, sur un autre type de workflow, si vous avez plusieurs commerciaux, que ces commerciaux sont départagés soit par typologie de projet ou de services à vendre, ou alors tout simplement sont départagés par zone géographique ou secteur géographique. On va pouvoir assigner de manière automatique toutes les demandes entrantes de cette manière-là. En l'occurrence, dans la création de ce workflow que j'ai réalisé, j'ai uniquement pris le secteur géographique parce que c'est plus commun concrètement. Et vous voyez, en plus, j'ai défini sur des zones très spécifiques qui sont les codes postaux 64 et 33, donc juste le déclencheur, c'est toute demande entrante, hein, toute demande commerciale entrante. Et là, on va définir, est-ce que c'est quelqu'un, donc la demande vient de quelqu'un qui habite dans le 64 ou quelqu'un qui habite dans le 33. Et en fonction de ça, il va y avoir une redirection. Vous voyez, en fonction de si c'est la région 64, 33 ou si c'est une autre région, en fait, tu as un commercial en question. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'assignation automatique. C'est ce qui permet aussi d'alléger de l'administratif et des tâches manuelles chez vous. En fonction de ça, donc, il va y avoir, donc c'est soit ça rentre dans la région 64, soit dans le 33, ou si en fait ça correspond à aucun des critères, ça va aussi assigner quelqu'un d'autre. Et à partir du moment où l'assignation s'est faite de manière automatique, c'est là où on va pouvoir créer des tâches supplémentaires, enfin créer, on va dire, des branches supplémentaires, jusqu'à ce que la personne, enfin en tout cas le commercial en question, puisse être notifié déjà d'une demande qu'il ait reçue et la prendre en considération. Donc voilà, c'est des workflows un peu plus entre guillemets qui ont l'air d'être complexes comme ça, mais qui sont en fait relativement simples à créer. Puis c'est surtout que c'est des workflows qui sont standards quand même. L'assignation commerciale, ça permet vraiment d'éviter tout un tâche administrative vous concernant. Enfin, concernant plutôt vos équipes. On va maintenant passer sur la définition d'une transaction. Et de mon côté, juste, je vous le dis, j'avais dit au tout début, mais je pense que des personnes sont arrivées au fur et à mesure. Je dois quitter un peu avant 10h. J'animais que la première partie de cette masterclass avec Christelle. C'est Christelle qui animera la suite juste après, donc on aura terminé cet aspect de transaction. Christelle, je t'en prie. Alors pour la partie transaction, donc transaction, certains l'appellent aussi carte. C'est finalement là où vous allez collecter toutes les informations sur une opportunité. Ici, vous allez avoir plusieurs choix de visualisation. Donc la visualisation la plus commune, c'est celle que vous voyez à l'écran avec les étapes de pipe. Vous pouvez aussi changer cette visualisation et la voir sous un format liste dans HubSpot, qui peut être aussi utile par certains moments. Donc là, effectivement, vous le voyez à l'écran juste ici. En quoi cette visualisation peut être intéressante? C'est dans le cas où vous voulez modifier massivement vos transactions. C'est plus simple de le faire avec cette vision-là qu'avec la vision par étape. Ici, vous le voyez, vous allez en fait sélectionner la checkbox qui est juste à gauche de nom de la transaction, ce qui va faire apparaître un menu et ça va vous donner la possibilité de modifier massivement les transactions. Alors, ça peut arriver dans le cas où, par exemple, vous voulez assigner massivement toutes les transactions, quelqu'un qui est parti en congé paternité ou qui est en arrêt maladie, et ben vous allez assigner toutes ces transactions à une nouvelle personne, à un nouveau sales. Et donc là, ça vous permet de le faire massivement et de pas avoir à le faire une par une sur chacune des transactions. Ça peut être aussi le fait de mettre à jour une certaine propriété sur toutes ces transactions. Donc c'est pour ça que cette visualisation par liste peut être intéressante.
C'est important de comprendre, qu'une transaction ce que HubSpot appelle une transaction véritablement ou une carte comme le disait Christelle, c'est tout simplement une opportunité commerciale. HubSpot a pris le parti d'appeler ça une transaction, mais réellement c'est une opportunité commerciale. Pour vous montrer alors ici, ce que, Christelle était en train de dire est toujours sur la plateforme. Ici donc vous voyez, je peux changer la fameuse vue. Cette vue concrètement est la vue la plus utilisée, mais exactement comme vient de le dire Christelle, si on veut modifier en masse, je vais cliquer ici sur afficher les transactions en tant que liste, et je vais avoir toute la liste de ces transactions. Pour information, il y a des petites, ce que je viens de fermer, ce sont des petites pas des checkbox, mais en fait c'est des petits didacticiels de HubSpot qui vous expliquent justement comment tout utiliser dans la plateforme. Donc là, en fait, je suis sur ces différentes transactions et supposons que je veux changer alors, on peut changer différents éléments, mais là, je vais reprendre l'exemple de Christelle, c'est je vais changer le propriétaire de ces transactions, c'est-à-dire le commercial qui a signé sur le compte. Donc là, je viens de sélectionner celle que je veux changer, sachant que je pourrais toutes les sélectionner en réalité, hein. Donc je vais cliquer sur modifier, et ici, on va aller changer le propriétaire de la transaction. Et donc là, je vais aller chercher des collègues qui, ici, je pourrais tout réassigner en fait, un de mes collègues qui s'appelle Paul, et en cliquant sur mettre à jour, tout va être réassigné donc à mon collègue ici. Comme le disait Christelle, en réalité, l'édition en masse, elle peut être assez utile aussi sur le changement de date, parce que un de vos commerciaux, par exemple, enfin un commercial chez vous, pardon, peut par exemple avoir un pipe qui est souvent en retard, qui n'est pas forcément à jour dans les dates de fermeture. Et on peut avoir des choses qui sont dans le passé. D'ailleurs, si vous regardez ici, toutes mes opportunités sont en 2021. Et on va pouvoir, idem, en recliquant sur tout, modifier. Et là maintenant, je vais mettre date de fermeture. On va pouvoir sélectionner, et je vais par exemple mettre, ici on va mettre août, fin août 2022. Je vais mettre à jour et automatiquement, toutes mes différentes dates de fermeture ont été mises à jour. Donc ça va se faire de cette manière-là. Il y a différentes choses, d'autres choses qui peuvent être faites aussi dans l'automatisation, pardon, dans l'édition de liste, c'est s'il y a des opportunités qui traînent peut-être, et vous voyez qu'ils sont inactifs de la part de commerciaux, en fait, vous allez pouvoir sélectionner ces opportunités qui traînent, mais aussi créer des tâches. Je vais dire, bah, en fait, je veux créer une tâche pour ce commercial de dire, bah, tu prends une action, et si dans 10 jours, il n'y a plus rien, ça fait 6 mois que ça traîne, en fait, on va la fermer, on va la considérer perdue. Donc c'est les différents éléments que vous pouvez utiliser, on va dire, sur le pipeline des transactions. Il y a la création même ensuite des transactions, qui va se faire directement en haut à droite de la plateforme, et ça, Christelle va vous le présenter justement tout à l'heure. C'est ce qui va vous permettre de rentrer, enfin de créer une transaction, de rentrer dans le détail dedans. Dernier élément de mon côté, à vous présenter, c'est, la vue aussi de ce pipeline. Parce que les pipelines peuvent être filtrés, par vue, par propriétaire ou par différentes typologies de critères que vous souhaitez mettre en place. Je m'explique, en l'occurrence, moi dans ce projet là que je vous fais en démo, je suis l'unique propriétaire, mais je suis l'unique commercial, pardon, dans ce projet-là. Mais s'il y avait une équipe de 5 commerciaux, par exemple, vous verriez, en tant que manager ou en tant que directeur commercial, en fait, toutes les différentes transactions de tous vos différents commerciaux. Chaque commercial, après, en fait, peut uniquement avoir son accès. Soit en cliquant ici, donc qui est le propriétaire, en l'occurrence, vous allez pouvoir bloquer les différentes vues, c'est-à-dire que ça, c'est de la gouvernance après que vous souhaitez mettre en place dans la plateforme, hein. Vous pouvez bloquer uniquement, bah, c'est le propriétaire des transactions ne voit que ces transactions, ne voit pas les transactions de Thomas, de Étienne, de Paul ou autre. Mais vous pouvez aussi définir, en tout cas ça c'est plus pour les commerciaux, c'est ce que moi j'utilise et je préconise à tous les utilisateurs HubSpot de faire, c'est qu'est-ce que je vais avoir sur le mois M ou qu'est-ce que je vais avoir sur le trimestre M. Donc ici on va avoir la date de fermeture et vous allez pouvoir sélectionner, ok, bah qu'est-ce que j'ai sur ce mois-ci. Alors en l'occurrence je vais rien avoir parce que rappelez-vous j'ai mis que tout se ferait, j'ai changé les dates de fermeture à fin août. Donc on va pouvoir regarder, bah, qu'est-ce que j'avais au mois dernier, au mois prochain, au trimestre. On peut même regarder en fait tout ce qu'on avait sur l'année en l'occurrence. Donc si je quitte ce fameux feed, je vais retrouver toutes mes différentes transactions.
Après, donc ça, c'est les filtres qui sont les plus utilisés. Vous les avez en un clic ici. Tous les autres filtres sont en fait des propriétés dont on parlait tout à l'heure. Vous allez pouvoir, en cliquant sur voir tous les filtres, avoir accès à tous les différents filtres que vous avez dans votre plateforme. Et en fait, à sélectionner par exemple un produit spécifique ou une priorité de excusez-moi, ou une priorité de transaction spécifique euh, pour n'afficher en fait que les transactions correspondantes. Écoutez, me concernant, je vais donc vous laisser ici dans les mains de Christelle, qui va prendre la suite de cette masterclass jusqu'à sa fin. Je prendrai avec Christelle, enfin en l'occurrence me concernant, des questions à part si vous souhaitez bien évidemment poser des questions. Je pense qu'il a dû y en avoir dans le live storm parce que j'entendais les petits pop-up de chat qui dans les oreilles. Mais je pourrais répondre que ce soit par mail à la suite de ces questions. Sachez même que vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn. Bien évidemment, je pourrais répondre à toutes ces questions-là aussi sur LinkedIn. N'hésitez pas à m'ajouter. Christelle, je te laisse prendre le relais sur le partage de l'écran. Oui, merci Louis en tout cas. Au plaisir et je vous dis à très bientôt et puis à tout à l'heure Christelle. À tout à l'heure. Au revoir. Hop. Alors, normalement, c'est tout bon, ça a switché d'écran. Donc là, on va prendre la suite sur ce que vient de dire Louis et on va aller dans le détail sur comment créer une transaction directement dans la plateforme. Alors, alors, pour switcher l'écran, ça va être un peu plus compliqué. Hop, je vais partager autrement. L'écran, on va faire comme ça. Hop, voilà, c'est tout bon. Donc là, normalement, vous êtes sur la plateforme HubSpot. Donc ici, comment créer une transaction? Donc là, c'est assez simple, hein. On sera toujours sur vente, transaction. Et ici, je vais simplement faire créer une transaction. Vous avez différents moyens de créer une transaction, mais on va dire que par ici, c'est quand même le plus rapide et le plus simple. Et ici, vous voyez, vous avez un formulaire avec certaines questions vous permettant de créer la transaction. Certaines propriétés sont obligatoires, d'autres non. Ça, vous pouvez totalement le personnaliser dans la plateforme. Vous n'êtes pas obligé de rester avec les propriétés par défaut. Donc ici, la première étape, ça sera déjà de créer les nouvelles propriétés de transaction que vous voulez avoir dans la plateforme, parce que vous avez les propriétés natives et d'autres qui seront custom. Donc tout ce que vous voyez à l'écran, là, nom de la transaction, le pipe qui est concerné, la phase de la transaction, le montant, ça, c'est des propriétés natives. Mais si vous voulez avoir quelque chose de particulier qui ne correspond qu'à votre business, vous pourrez tout à fait rajouter ces nouvelles transactions. Donc ici, comme on l'a dit tout à l'heure, attention sur le nom de la transaction. On ne peut pas forcer une nomenclature particulière, malheureusement. Donc ça, c'est simplement on va dire une bonne pratique à faire de votre côté en interne, de bien dire ici, je vais avoir le nom du client, quand est-ce que je pense le signer, par exemple, et sur quel hub, par exemple. Et tous les commerciaux devront bien suivre cette nomenclature pour que ça soit plus clair et plus propre. Et ici, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de rendre toutes les propriétés obligatoires. Maintenant, faites attention quand même à avoir au moins 4 ou 5 propriétés obligatoires. Autrement, on peut se retrouver avec des coquilles vides si jamais on force vraiment aucune propriété côté sales. Et ensuite, à la fin, ça va être de rattacher cette transaction à une entreprise et à des contacts qui sont concernés. Donc là, simplement, c'est du menu déroulant. Ça va aller chercher l'information que vous avez dans la base. Donc ici, par exemple, agence Copernic. Et là, je vais aller chercher les contacts directement et puis je vais pouvoir les sélectionner. Je peux mettre évidemment plusieurs contacts parce qu'on a souvent plusieurs contacts qui sont rattachés à une seule entreprise. Et là, vous avez aussi une ligne produit. Alors ça, j'y viendrai tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle la bibliothèque de produits sur HubSpot, qui va vous permettre, en créant les transactions, de sélectionner directement les produits par lesquels sont intéressés vos prospects. Et puis là, après, j'aurai plus qu'à créer la nouvelle transaction. Ici, je peux pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai pas complété toutes les propriétés obligatoires, donc ça me bloque. Donc ici, on remplit tout. Hop, probabilité de la transaction.
Hop et là, vous voyez, ça s'est, débloqué. Je peux ici créer la transaction. Hop et donc automatiquement, je vais atterrir dans ma fiche transaction. Ici, tout ce que vous voyez, donc ça fonctionne comme les fiches entreprises ou comme les fiches contacts. Vous avez sur la gauche toutes les informations intrinsèques à la transaction. Donc pareil, ces propriétés-là, vous pouvez les customiser, vous pouvez en créer des nouvelles et vous pouvez, customiser l'affichage de ces propriétés. Ici, par défaut, je vais avoir, vous voyez ces 3 blocs et je vais avoir d'autres propriétés dans ces blocs-là. Tout ça, vous pouvez le personnaliser sur la plateforme, il y a aucun souci. Sur l'écran du milieu, c'est toute l'activité qui concerne ces transactions. Donc, dès que vous allez envoyer un mail, passer un appel à ce contact, à un des contacts associés à la transaction, tout sera mis dans l'historique ici au niveau de la transaction aussi. Ça vous permettra du coup d'avoir bien le follow-up de tout ce qui se passe par rapport à ce deal. Et sur la droite, c'est tous les éléments qui vont être associés, à cette transaction. Donc on l'a dit, les contacts, l'entreprise associée à cette transaction. Ça peut être aussi des tickets, ça peut être d'autres pièces jointes, par exemple. Si dans le cadre de cette transaction, il y a des éléments qui ont été partagés, un NDA, un cahier des charges, des choses qui peuvent être utiles par la suite pour la passation ou pour la négociation, vous pouvez bien mettre toutes ces pièces jointes ici, dans la transaction et comme ça, on a tout au même endroit. Pour ceux qui ont l'Enterprise, on a aussi les guides conversationnels qui vont vous permettre en fait, de fonctionner comme une trame d'appel par exemple, ou une trame de questions. Donc ça, c'est vraiment dispo que sur l'Enterprise, mais par exemple, dans le cadre du process commercial, vous avez à un moment donné la démo qui va devoir être réalisée et ben ici, on pourrait créer une trame démo et vous voyez, on en a une là, Playbook démo et en fait, si je clique dessus, j'ai toute la trame que le commercial doit suivre. Donc le contexte, l'intro, hein, donc tout comment va se dérouler, le call et ici toutes les questions qui va devoir, être posées et en fait, il pourra simplement remplir directement, les éléments aux questions ici et ça va automatiquement être mis à jour dans des propriétés HubSpot. Donc ça, c'est assez pratique. Ça évite de switcher, donc pour ceux qui ont l'Enterprise, c'est assez sympa. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est pas grave. En pro, ça fonctionne aussi, de la même façon avec des notes ou des blocs de texte. Simplement, il faut d'une part collecter l'information, collecter les notes et d'autre part, les renseigner sur les propriétés associées. Mais ça fonctionne de la même façon. Et donc ici, encore une fois, les informations de la gauche, vous pouvez les modifier, comme vous le souhaitez. Hop. Donc là, on a vu comment, créer une transaction. Sur comment modifier les transactions. Ça, c'est ce qu'on vous a montré aussi tout à l'heure avec Louis. Vous pouvez les modifier en masse, encore une fois, pour changer le propriétaire ou pour changer une valeur, de la propriété ou même pour les supprimer éventuellement si besoin est. Donc là-dessus, en termes de modification, vous êtes pas du tout limité sur la partie transaction. Là, c'est ce que je vous disais jusqu'alors, vous pouvez modifier pas mal de choses. Donc si on retourne ici sur la partie transaction, là, vous avez ici sur les cartes, vous voyez, on voit le titre, le montant, le propriétaire de la transaction, et puis ici quelques icônes. Vous pouvez modifier l'affichage de ces propriétés. Alors là-dessus, c'est assez limité. On va pas pouvoir, rajouter beaucoup de propriétés, pas forcément toutes celles qu'on aimerait, mais vous avez quand même la possibilité de modifier un tout petit peu l'intérieur de ces cartes. Vous pouvez modifier, comme on a dit, l'intérieur ici des fiches transactions sur la gauche et modifier le formulaire quand vous créez la transaction pour choisir les propriétés qui seront, importantes pour vous, au moment de la création, par le sales. Alors, il y a une autre fonctionnalité qui est assez intéressante, je ne sais pas si, vous l'avez tous, déjà remarqué. Sur le pipe, commercial, parfois vous avez des transactions blanches et parfois vous avez des transactions grises. Si je vous montre ici, vous allez peut-être voir le cas. Voilà. Là, par exemple, ces transactions ici sur la gauche dans, premier rendez-vous sont blancs, sont blanches et les autres sont grises. Heu
Ça se met en gris, en fait, automatiquement à partir d'une certaine période d'inactivité. Donc ça permet d'un coup d'œil de voir que, bah, sur cette transaction ici, par exemple, il y a pas eu d'action côté sales. Donc là, en l'occurrence, il y a beaucoup de gris. Donc pour un directeur commercial, c'est un indicateur en se disant: «Il y a un petit souci, mon pipe est pas bien suivi, mon pipe est pas bien mis à jour». Ces cartes, vous pouvez les modifier si vous voulez. Ici, dans action du tableau de bord, vous pouvez aller dans modifier les cartes. Et vous voyez, si je clique ici, donc déjà vous avez le choix de l'affichage par défaut ou plutôt compact, hein. Donc vous voyez compact, on va enlever l'intitulé des propriétés, puis on va mettre les informations directes. Ça change pas énormément grand chose, mais ça réduit un peu la taille. Et ici, vous voyez, est-ce que vous voulez faire, afficher les informations sur la prochaine et la dernière activité pour chaque transaction? Et surtout le nombre de jours au bout duquel, pour vous, une transaction est inactive. Alors parfait, ça dépend de certains business, hein. Parfois, à partir de 2 jours d'inactivité, c'est qu'il y a un souci parce qu'on va être sur un business assez réactif et donc il faut qu'il y ait du mouvement toutes les 24 heures. Pour d'autres, s'il y a pas d'action sous 15 jours, c'est pas grave. Donc ici, vous pouvez choisir à partir de combien de temps pour vous, une transaction est inactive et à ce moment-là, la passer en grise. Donc ça, c'est juste une petite fonctionnalité visuelle, supplémentaire qui peut être intéressante à mettre en place. Hop, donc là, vous retrouverez sur le détail, des slides, comment, refaire tout ce qu'on vient de vous montrer. Comme ça, vous aurez étape par étape les différents éléments. Hop. Donc là, on passe au fonctionnement des fiches transactions que je vous ai déjà, enfin, dont je vous ai déjà un peu parlé. Là, c'est pareil, on vous a mis les ressources associées sur HubSpot directement pour que vous puissiez les retrouver. Mais ici, c'est de vous dire que dans la fiche transaction, vous devez pouvoir retrouver tout l'historique. Donc vos mails, vos appels passés, tout doit être consigné à la fois dans un contact, à la fois dans une entreprise et à la fois dans la transaction que ça concerne. Parce qu'ici, souvent, vous allez n'enregistrer que dans Contact ou que dans Entreprise et donc on va perdre la visibilité sur la partie transaction et c'est dommage. Donc bien faire attention à consigner, tout le nécessaire. Alors la bibliothèque de produits, donc ça je vous en ai parlé tout à l'heure, ça va être assez intéressant. La bibliothèque de produits, elle va vous permettre demain de faire les devis directement sur HubSpot et de pouvoir référencer dans les transactions les produits qui sont intéressants pour vos clients. Donc ici, comment ça se passe? On va aller dans la partie paramètres et là, vous voyez dans la partie objet, j'ai ici la notion de produit. Et donc là, vous voyez, ça s'affiche comme ça. Vous avez des dossiers et chaque dossier peut contenir différents listings de produits. Vous pouvez aussi ne pas fonctionner par dossier si ça ne vous est pas nécessaire. Si on prend l'exemple de Copernic, par exemple, ou d'HubSpot, on va avoir des dossiers qui correspondent au hub HubSpot. Donc nous, côté Copernic, on a un listing de services en fonction du hub marketing, du hub sales ou du hub service. Donc ici, ça pourrait être nos 3 dossiers, nos 3 grandes thématiques. Et dans chacun des dossiers, on aurait nos listings de services et de produits associés. Par exemple, pour le hub marketing, un produit pourrait être l'onboarding market, le fait de paramétrer la plateforme, de créer les assets nécessaires pour un bon déploiement de la plateforme marketing. Ça pourrait être un lancement de campagne, ça pourrait être le fait d'améliorer le référencement naturel. Donc ici, vous allez pouvoir référencer tous vos produits. Alors, il y a beaucoup de boîtes qui font que en custom et que en Ego. Ils n'ont pas des prix fixes, vous n'avez pas forcément des produits fixes. Donc dans ce cas-là, c'est vrai que ça sera un peu compliqué, mais dans l'idée, si vous avez quand même des services définis avec un prix standard, ça peut être assez avantageux d'utiliser ici la brique produit. Parce que demain, vous pourrez faire une analyse directement dans HubSpot, de se dire, bah, sur 2021, le produit que j'ai le plus vendu, c'est l'onboarding marketing, par exemple. VS, l'année d'avant, c'était l'onboarding sales. Bah, là, on voit qu'il y a une tendance qui s'inverse et qu'on a plus de clients au market que au sales. Donc c'est pour ça que c'est intéressant.
Maintenant, le fait de faire cette bibliothèque de produits ne vous contraint pas derrière. C'est-à-dire que demain, je fais un devis, je veux changer le prix, parce que, pour un client, je veux faire un peu moins cher, vous aurez la main. Vous aurez la main pour tout changer sur le devis. Donc là-dessus, vous êtes pas contraint ici, mais au moins, ça vous permet d'aller simplement piocher, le produit ou le service sans avoir à le réécrire à chaque fois sur la partie devis. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant ici, d'utiliser, cette bibliothèque de produits et vous allez le voir, c'est assez simple. On va ici, par exemple, action créer un dossier. Donc on va créer, par exemple, le dossier, hub marketing. Hop et là, on va créer un produit et donc là, par exemple, on va mettre onboarding marketing. Alors là, vous avez d'autres infos à rentrer. Vous pouvez rentrer le descriptif de ce produit-là. Le descriptif, vous le verrez dans le devis, mais ça permet aussi de donner un peu plus de détails côté client. C'est-à-dire que sur son devis, il verra pas simplement onboarding marketing. Il verra que dedans, ça concerne, le paramétrage, la création, des assets, donc il aura vraiment une liste, exhaustive de ce qui se passe dans cet onboarding marketing et ici, le prix associé, par exemple. Hop et là, vous pouvez sauvegarder et là, vous voyez, j'ai mon nouveau produit, qui est créé ici et là, vous pouvez du coup le déplacer et ici, je peux aller le ranger dans mon dossier Hub Marketing et donc là, vous voyez, vous pouvez avoir quelque chose de très propre avec vraiment les thématiques, les dossiers et les listings par dossier. Ça fonctionne aussi de faire ça en différentes langues. Si par exemple, vous avez un business français, un business anglais, simplement vous aurez un dossier, Hub Marketing FR, un dossier Hub Marketing EN et dedans, vous aurez la distinction, anglais-français. Une fois que mon listing de produits ici est créé et paramétré et bah, dans ce cas-là, je vais pouvoir retourner au niveau de mes transactions. Hop, on va prendre lui par exemple. Hop. Donc là, vous avez fait la démo avec lui ou l'exploration des besoins, peu importe. Et je vais aller là sur la droite et là, vous voyez, j'ai 2 objets. J'ai la ligne de produit et j'ai le devis. Potentiellement, je suis pas à un stade assez avancé pour créer un devis tout de suite, c'est peut-être une perte de temps, il est pas encore assez chaud. Maintenant, j'ai quand même détecté un besoin plutôt sur la partie market, donc pour pas l'oublier et pas le ranger dans une note, qui pourrait être perdue dans la masse si je crée des notes toutes les semaines, bah, à la place, je vais l'ajouter ici. Je vais l'ajouter en ligne de produit, donc je vais aller ici chercher et vous voyez, je peux soit créer une ligne de transaction personnalisée, comme je vous l'ai dit, dans tous les cas, vous n'êtes pas, limité. Vous pouvez toujours faire du custom, mais je peux aller aussi sélectionner dans la bibliothèque de produits et là, je vais aller chercher mon produit, onboarding, marketing qui était ici, où je vais rentrer dans mon dossier, là et je vais sélectionner mon produit. Je l'ajoute, là, toujours bien penser à enregistrer. Hop et vous voyez, ça va me proposer de mettre à jour automatiquement ma transaction parce que cette personne-là est intéressée par ce service, je le sais et ce service coûte, 5 000 €. Donc ça va mettre à jour automatiquement ma transac, que j'avais peut-être mis à, 100 €, 200 € parce que j'avais pas encore fait l'exploration des besoins et que j'avais pas une vision claire, de l'enveloppe que ce client pouvait mettre. Et donc là, vous voyez, j'ai ma ligne de produit. Et ici, je peux choisir soit de créer le devis si, s'il y a un besoin tout de suite et je veux le faire maintenant, ou de dire: «Non, c'est bon, j'ai enregistré ma data, je reviens à ma fiche transaction» et là, vous voyez ici, j'ai ma ligne de produit. Donc ça permet aussi demain, par exemple, le directeur commercial fait un check, de toutes les transactions, de, savoir exactement ce pourquoi, le client peut être intéressé demain. Et ici, vous pouvez avoir autant de produits que vous voulez sur cette ligne de produits évidemment. OK? Donc une fois que ça s'est fait, que, j'arrive à ma partie devis, bah, simplement je vais créer un devis à partir de mes lignes de produits déjà renseignées. Et ici, on commence la procédure pour créer un devis. Là, vous avez différents templates. Alors, vous avez des templates, proposés, par HubSpot, par défaut,
ici. Et vous pouvez aussi personnaliser un peu les templates. C'est-à-dire que vous pouvez enlever des rubriques, changer la couleur, changer le logo, etc. Et si vous voulez quelque chose de vraiment custom, c'est possible, mais par contre, il faudra simplement du développement. Donc là, il faudra faire appel à un dev pour vraiment coder le template dont vous avez besoin. Mais autrement, les templates proposés par HubSpot sont assez standards et peuvent suffire. Vous voyez, là, vous avez un basique comme ça ou un moderne qui ressemble à ça. Ici, le nom du devis qui va reprendre le nom que vous aviez mentionné sur la carte, sur la transaction, la date d'expiration, et ici, vous allez pouvoir mettre des commentaires pour l'acheteur ou des conditions d'achat. Ce que je vous conseille ici, c'est de ne pas le faire à la mano. Privilégiez plutôt les blocs de texte. Vous voyez, ici, vous avez tous les blocs de texte qui ont été créés sur la plateforme. Donc, commentaires pour l'acheteur, on pourrait très bien créer un bloc de texte sur les modalités de facturation, sur les modalités de paiement. Voilà, que le sales n'ait pas à réécrire à chaque fois ou à se poser la question, ou encore pire, que ça soit pas noté sur le devis. Donc là, on va simplement chercher le bloc de texte et on les renseigne ici. Conditions d'achat, c'est pareil. Alors, je ne sais pas si on en a un. On en a un. Conditions d'achat. Hop. Et là, vous voyez, ça renseigne automatiquement la ligne. Et après, simplement, on vient personnaliser avec un montant, avec une date, mais en tout cas, tout le texte est posé et on n'a pas à le réécrire. Ensuite, on passe à l'étape d'après. Là, on me demande d'ajouter un contact et d'ajouter une entreprise. Ça veut dire que sur la transaction que j'avais créée, j'avais ni contact ni entreprise d'associé. Donc c'est pour ça qu'on me le demande ici. Si je l'avais déjà fait en amont, si je l'avais déjà bien renseigné, ici ça se serait mis automatiquement. Et ça, pour le coup, vous en avez besoin pour avancer. Donc, on va prendre un contact. Est-ce que je suis dessus? Non, si, hop, parfait. Voilà, on sauvegarde. Hop, là, on va chercher l'entreprise. Une fois que ça c'est fait, on passe à l'étape d'après. Hop, ça n'a pas marché. Bon. C'est pas grave. Hop, j'ai loupé une étape. Ici, vous voyez sur la partie ligne de produit, donc ça s'est automatiquement généré avec la ligne de produit que j'avais déjà renseignée. Si je veux, je peux très bien en rajouter maintenant. Donc là, vous voyez, ajouter une ligne de produit. Je peux soit aller la sélectionner depuis ma bibliothèque de produits, soit en créer une si jamais c'est totalement du custom. Donc là, par exemple, on va en créer une. Et donc, non, ça peut être heure de support que je rajoute en plus. Hop, 3 heures. Pour lui, je décide de le faire à ce prix-là et je sauvegarde. Et là, vous voyez, ça se rajoute automatiquement ici. Vous êtes libre de changer la quantité ici, si vous voulez le vendre x2, x3, x4, et de changer le prix unitaire. Le fait de changer le prix sur le devis ne changera pas le prix du service sur la bibliothèque. OK? Donc là, c'est vraiment uniquement changement de prix pour ce devis précis et pas pour toute la bibliothèque. Et là, vous pouvez rajouter des remises, des frais, des taxes pour déduire ou rajouter un certain montant. Là, on fait suivant. Ici, on vous demande, est-ce que vous voulez aucune signature? Pour certains, ça peut être le cas. Inclure un espace pour une signature électronique, enfin une signature manuscrite, pardon, ou la signature électronique. Et ici, vous avez les signataires obligatoires. Donc, ça peut être moi, vous pouvez aussi rajouter d'autres personnes si plusieurs contacts sont rattachés à la transaction. Et vous pouvez aussi rajouter un contre-signataire. Si par exemple, vous avez vraiment besoin que le devis soit signé par les deux parties, donc et le client et quelqu'un chez vous, dans ce cas-là, vous cochez cette option contre-signataire, vous sélectionnez la personne qui devra contre-signer le devis une fois que le client l'aura signé dans un premier temps. Et ensuite, les options de paiement. Donc, soit il n'y a aucun paiement parce que vous le gérez totalement à côté. Alors, il y a des intégrations natives qui sont possibles avec HubSpot, notamment QuickBooks, par exemple, qui peut être intégré nativement à HubSpot. Ou sinon, vous avez deux autres possibilités, c'est les paiements HubSpot ou Stripe, si jamais vous avez, pareil, intégré Stripe à HubSpot. Ensuite, on fait suivant. Là, vous pouvez vérifier votre devis, vérifier que toutes les informations sont bonnes, que vous n'avez rien oublié. Et là, je vais simplement publier mon devis.
là, ici, vous avez le lien. Donc là, vous pouvez simplement le copier et puis après aller dans votre Gmail, dans votre boîte de messagerie pour envoyer directement votre mail. Ou vous pouvez simplement écrire un email avec un devis ici et le mail va se générer sur HubSpot. Donc là, tout dépend de votre fonctionnement en interne côté sales, si j'utilise le mailing HubSpot ou pas. Mais les deux options sont possibles. Hop. Et ici, ce que je peux vous recommander, le lien qui est généré est pas forcément, traqué. Donc en fait, ça peut être utile parfois d'aller dans vente documents et en fait, de mettre le devis que vous venez de générer ici en document traqué et c'est le lien qui va être généré ici dans le document traqué que vous allez partager. Comme ça, demain, vous serez en mesure de dire, «Mon contact n'a pas ouvert, mon devis, il l'a ouvert 10 fois dans une journée», et ça vous donne aussi un trigger de relance, une opportunité qui est lost et 6 mois plus tard, vous recevez une notification comme quoi la personne a réouvert votre document traqué, donc votre devis, c'est un bon trigger pour la recontacter, lui dire: «Bah, tiens, j'ai vu que tu avais réouvert le devis 6 mois après. Est-ce que le sujet est à nouveau d'actualité? Est-ce qu'on peut en reparler?» et donc ça réactive le prospect. Donc utilisez bien cette partie, document traqué même pour vos devis, c'est assez intéressant. Hop. Donc là, pareil, vous retrouverez ici le détail sur les slides de, comment créer la bibliothèque, comment créer les lignes de service et cetera, heu et puis comment créer les devis aussi. Hop, hop. Donc là, on a vu les différentes étapes, hein, pour créer le devis. Ici, alors, par contre, niveau gouvernance dont on parlait tout à l'heure, autant vous pouvez choisir de donner accès qu'à un pipe, à une certaine équipe ou à une certaine personne et que les personnes puissent voir uniquement certains pipes et pas d'autres. On a moins de gouvernance sur la partie devis. Donc ici, vous pourrez moins gérer la visualisation des devis qui sont générés. Par contre, vous pouvez faire des exports en masse, des différents devis si jamais vous en avez besoin. Hop, pour tout ce qui est bloc de texte dont je vous ai parlé, tout à l'heure, si c'était pas, clair pour vous, si c'est une notion que vous ne connaissiez pas, ici dans conversation, vous avez justement là, bloc de texte et modèle. Donc c'est 2 choses différentes, mais un peu similaires. Les modèles, en fait, c'est des modèles de mail. C'est-à-dire que à chaque étape du process commercial, vous allez avoir besoin sûrement d'envoyer des mails. Je m'explique, vous avez, fini votre rendez-vous d'exploration de besoins et ben dans ce cas-là, j'ai un mail follow-up suite exploration de besoins. «Bonjour, monsieur, nin propriété, nom de famille. Aujourd'hui, nous avons vu», et en fait, vous pouvez créer le modèle de mail que le sales devra utiliser après chaque étape. Encore une fois, ça lui évite déjà de perdre du temps et d'avoir à réécrire ses mails à chaque fois, et de 2, ça permet vraiment de standardiser et de rendre homogène, le ton, enfin l'adressage à un client. Que ce soit Louis ou Théo de l'équipe commerciale, on sait que les 2 s'adressent de la même façon parce qu'ils utilisent tous les 2 le même modèle de mail. Donc là, ça peut être intéressant de créer ces modèles après chaque étape de pipe ou en tout cas après chaque étape où il y a besoin d'envoyer un mail. Donc comme je vous le disais, après un rendez-vous d'exploration de besoins, après un rendez-vous de démo, après des grandes étapes comme ça, que le sales puisse utiliser ces modèles pour l'envoyer directement au client. Et donc ici, c'est assez simple, hein, les modèles de mail, vous les avez listés ici. Ça, c'est uniquement accessible aux utilisateurs sièges payants. Donc en général, les sales, eux, ont les sièges payants parce que c'est les fonctionnalités sales. Donc les modèles, les blocs de texte, les séquences, et cetera. Ceux qui n'ont pas accès aux sièges payants ils seront limités à 5 modèles. Mais ici, vous voyez, vous pouvez aller simplement créer des nouveaux modèles à partir de zéro ou vous avez aussi des bibliothèques, une bibliothèque HubSpot qui est assez fournie. Donc je vous invite quand même à aller la regarder avant d'écrire from scratch vos emails parce que ça peut quand même
soit vous aider entièrement, soit au moins vous aider sur la partie inspiration de vos emails. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser ce qu'on appelle des tokens, hein, des jetons de personnalisation, pour personnaliser le contenu. Là, vous voyez ici sur ce modèle, bonjour, et là, j'utilise la propriété prénom. Ici, je peux aller chercher la propriété nom de l'entreprise, propriété secteur d'activité. Donc, ça permet quand même de personnaliser automatiquement le modèle de mail. Et encore une fois, derrière, le sales n'a plus qu'à simplement vérifier que tout est OK, peut-être ajouter un ou deux éléments qui ne pouvaient pas être ajoutés, mais ça lui fait gagner énormément de temps et ça processise le tout. Donc ça, c'est pour la partie modèle de mail. Et on a la même chose, mais côté bloc de texte. Bloc de texte, c'est plutôt pour des petits paragraphes que vous allez justement intégrer à vos modèles de mail. Si par exemple, durant le processus commercial, la personne vous a demandé des cas clients, des testimonials, mais des choses précises par rapport à son secteur d'activité, ça peut être ici intéressant en fait de vous créer des blocs de texte. Par exemple, cas client hub marketing dans le secteur agroalimentaire. Et sur ce bloc de texte, vous allez peut-être énumérer tous les clients que vous avez eus dans le secteur agroalimentaire qui étaient concernés par le hub marketing et en faire voilà quelques highlights pour montrer des indicateurs, montrer des choses qui ont été intéressantes avec eux, partager des noms parce que ça peut être aussi intéressant de mettre en avant certaines marques avec lesquelles vous avez travaillé et ça évite aux sales demain d'aller spammer toutes les équipes. Ah, est-ce qu'on a eu des clients dans tel secteur? Est-ce qu'on a des cas clients? Est-ce qu'on a des statistiques à ce niveau-là? Il n'y a plus besoin de déranger des personnes à droite à gauche. Il aura tout ici dans les blocs de texte et il aura simplement qu'à les utiliser dans ses mails ou dans tout son processus commercial. Hop, donc là sur la partie devis, on est tout bon. Donc signature et paiement, comme je vous le disais, Stripe peut être un bon moyen si jamais vous avez l'outil. Mais encore une fois, vous avez d'autres applications qui peuvent s'intégrer nativement, en tout cas pour la partie facturation, comme QuickBooks. Et ici, vous pouvez aller le voir simplement dans HubSpot, quelles sont les intégrations natives. Vous allez ici dans la petite maison en haut à droite, et là, vous allez pouvoir avoir la marketplace des applications. Et ici, vous allez pouvoir chercher simplement si l'application que vous utilisez est native ou pas. Donc là, par exemple, QuickBooks, je vois il est renseigné ici, donc c'est qu'il y a une intégration native avec HubSpot. C'est plutôt à privilégier parce que c'est assez simple de faire ces intégrations plutôt que de devoir développer des API ou quoi. Alors après, si on a la structure pour, si on a les équipes dev pour, à ce moment-là, il n'y a aucun souci. Mais pour les plus petites structures, ça sera plus simple d'utiliser les intégrations natives. Hop, dernier élément, c'est la partie, forecasting prévision. Donc ça peut être aussi intéressant pour vous, pour l'équipe commerciale et notamment pour les directeurs commerciaux. Alors, on a le pipe qui permet de suivre les opportunités que vous avez actuellement dans le pipe, suivre leur évolution. Mais à côté de ça, l'équipe commerciale a des objectifs et l'idée, c'est de pouvoir suivre l'avancée de ces objectifs sur le mois, sur le trimestre, sur l'année. Et donc pour ça, vous allez pouvoir vous servir de l'outil prévision des ventes ou forecasting en fonction de la langue de votre plateforme. Ici, ça se présente comme ça. Vous allez pouvoir en fait créer les différentes équipes. Donc, soit vous avez une équipe sales, vous avez peut-être une équipe publisher, une équipe ADV ou simplement différentes équipes. Copernic, par exemple, on peut avoir 2 équipes ou 3 équipes différentes en l'occurrence. Et donc, on va créer ici nos 3 équipes. Et là, je vais pouvoir avoir la vision globale de l'atteinte de l'objectif de ces 3 équipes. Parce que les 3 équipes n'ont pas forcément les mêmes objectifs, mais en l'occurrence, ça me permet d'avoir une jauge et de me dire: «OK, et ben l'équipe numéro 1 est déjà à 42 de l'atteinte des objs. Alors si je parle sur un trimestre, dans ce cas-là, on est bon. J'ai à peu près fait mon quota pour le 1er mois. Il me reste encore 2 mois, je suis bien». Par contre, si on parle sur le mois et qu'on est le 25 du mois, bah là, je peux me dire, il y a un petit souci, je suis qu'à 42 de mes objs et il me reste 10 jours avant la fin du mois. Donc ça donne une bonne vision, assez précise et assez rapide, d'où est-ce qu'on en est de l'atteinte de nos objectifs.
Ici, pour ceux qui ont l'accès pro uniquement, ces objectifs vont être définis sur le chiffre d'affaires uniquement. Par contre, pour ceux qui ont accès à l'enterprise, vous avez d'autres typologies d'objectifs que vous pouvez paramétrer, comme par exemple le nombre d'appels passés, le nombre de rendez-vous bookés, le nombre de devis envoyés. Alors, il y a différentes typologies d'objectifs qu'on peut mettre en place, mais le plus commun, notamment sur les plateformes pro, ça va être simplement le chiffre d'affaires. Ici, vous voyez, donc là, c'est les équipes au global. Je vais évidemment pouvoir cliquer sur une équipe précise pour avoir le détail. Et là, vous aurez effectivement donc le détail d'une objectif précise avec les transactions qui sont actuellement dans le pipe. Et vous allez pouvoir ranger les différentes transactions du pipe par probabilité. Vous voyez, là, on a 3 étapes ici: pipeline, meilleur cas, engagé. Ça, vous pourrez le customiser, hein, plus tard. Ça, c'est par défaut dans HubSpot. Pipeline, c'est ce que vous avez, on va dire, dans les premières étapes de pipe. Vous n'êtes pas encore sûr vraiment qu'il y aura quelque chose. Vous n'avez pas fait votre vente totale, donc on n'a pas forcément le décisionnaire, on ne connaît pas l'enveloppe, on ne connaît pas le timing. Mais en tout cas, c'est quand même dans le pipe, donc ça sera renseigné ici. Meilleur cas, ça sera les étapes intermédiaires de votre pipe. Donc au moment où vous faites l'exploration des besoins, où vous avez booké une démo, ces étapes-là, vous pouvez les ranger ici dans meilleur cas. Et donc là, ça vous donne déjà une vision du chiffre d'affaires que vous avez potentiellement à cette étape-là. Et la dernière étape, c'est engager. Ici, ça va être plutôt les dernières étapes de pipe. Donc tout ce qui va être devis envoyé, négociation en cours. Et là, vous allez ranger ces étapes dans la rubrique engagé. Et donc là, je sais que j'ai par exemple 10 000 euros qui est dans engagé et donc que je risque vraiment potentiellement de signer très prochainement. Ok, donc là, vous pouvez ranger en fait vos propriétés et vos étapes de pipe par ordre on va dire de priorité sur comment et quand ça risque de signer. Et là, avoir le détail des transactions qui sont juste ici. Ça peut être assez intéressant, notamment quand vous faites vos réunions commerciales toutes les semaines, vos réunions hebdo, comme nous, on peut aussi le faire chez Copernic. On va se servir de cet outil forecasting pour savoir où on en est. En fonction de la timeline, nous, on va plutôt être sur des objectifs au trimestre. Bon, bah, où on en est sur le trimestre? Est-ce que j'ai déjà dépassé? Est-ce que je suis en retard? Voir les transactions que j'ai en cours dans le pipe, qu'est-ce qui peut closer rapidement? Qu'est-ce qui n'est pas encore trop sûr? Et ici, vous voyez, vous avez étape suivante. Alors ça, c'est assez intéressant. Ça sera à la personne propriétaire de la transaction, donc au sales notamment, de pouvoir remplir cette propriété, étape suivante, pour que bah, lors de vos réunions commerciales hebdo avec le directeur commercial, que vous puissiez simplement vous mettre sur cet écran et que le directeur commercial ait la vision de se dire, OK, bon, bah, pour cette transaction-là, les next steps, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres choses à me dire? Et on en parle et on en discute. Mais au moins, c'est écrit sur le papier, c'est pas juste des discussions orales. Je vais vous montrer tout ça après hein, dans la plateforme, mais là, je vous présente rapidement l'outil. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez différentes catégories de prévision, et donc les plus, on va dire standards, ça va être le pipe, les meilleurs cas engagés, et puis bon, fermer gagner évidemment. Donc non estimé, c'est toutes les étapes du pipe que vous ne voulez pas estimer dans votre forecast. Donc forcément, l'étape fermée perdue, vous voulez pas la prendre en compte dans votre pipe. Si jamais vous avez une première étape de pipe, comme on l'a vu sur les erreurs précédentes tout au début, si vous avez une première étape qui est circulaire envoyée ou mass mailing réalisé et que vous mettez tout le monde dedans, bah, ça c'est typiquement un exemple de personnes que vous voulez pas prendre en compte dans votre forecast parce que ces gens-là sont pas forcément quali, sont pas forcément engagés. Vous avez pris parti de les mettre dans le pipe pour n'oublier personne et pour être sûr de traiter tout le monde. Néanmoins, vous pouvez pas les prendre en compte dans votre forecast parce qu'ils sont pas encore assez engagés. Donc vous allez les exclure ici en les mettant dans non estimé. Et ensuite, vous allez du coup répartir vos étapes de pipe entre pipeline, meilleur cas et engagé. Donc opportunité créée, par exemple, sera dans pipe, meilleur cas, discussion en cours, et puis engagé, en attente de signature, et puis du coup, devis envoyé, on le mettrait plutôt ici, dans engagé. Et fermer gagner, devis signé. Et comme ça, vous répartissez vos transactions ici dans vos catégories de prévision
pour bien avoir un forecast qui soit cohérent par rapport à la réalité. Et là, vous pouvez ici mettre des probabilités de prévision. Pour savoir, pour vous dire, bah, tout ce qui est dans pipeline, dans opportunité créée, bon, j'estime à 20% mon taux de closing. Meilleur cas, bah, il est beaucoup plus avancé dans le process commercial, donc là, je suis plutôt sur du 60%. Par contre, toutes les personnes qui sont dans engagées, là, j'attends juste la signature, c'est presque bon. Là, je suis sur du 90%. Donc là encore, le ratio doit être croissant ici pour démontrer une certaine cohérence dans votre forecast. Alors, je vais vous montrer directement sur la plateforme. Donc là, dans vente, en fait, je vais aller dans prévision, juste ici. Et voilà, ça se présente comme ça. Ici, vous avez deux onglets, phase de transaction et catégorie de prévision. Donc, dans phase de transaction, c'est ici que vous aurez vos listings d'équipes, les objectifs et puis l'atteinte des objectifs avec le quota. Alors là, en l'occurrence, j'ai pas de data ici sur le compte de démo, mais normalement, vous avez une jauge justement pour vous montrer comme sur les screens l'avancement de vos objectifs par rapport à la période. Le total et puis ici la répartition du montant par étape ou par catégorie de prévision comme je vous l'ai montré sur le screen. Et ici les catégories de prévision. Hop. Et donc là, l'idée c'est que, admettons, moi je suis une équipe, mais dans mon équipe, on est 6. Et ben, en fait, on va cliquer ici sur cette équipe et là, vous aurez le détail et toutes les transactions que j'ai en cours qui me sont créées, leur montant. Vous voyez là les étapes suivantes. Donc ici, par exemple, ça serait démo le 18 mai. Hop. Et comme ça, tout le monde a la visu, tout le monde sait que mon étape suivante avec ce deal-là, c'est de faire la démo. OK? Donc là, c'est vraiment pour visualiser l'atteinte de vos objectifs. Pour modifier tout ça et pour le paramétrer, ça se passe en haut à droite, ici, hein, le menu. Et là, encore une fois, je vais aller dans alors, prévision, juste ici, j'y étais déjà. Hop. Et c'est là où vous allez pouvoir gérer le tout. Donc ici, vous pourrez gérer les propriétés de prévision. Donc tout comme, par exemple, quand vous créez une transaction, vous pourrez ajouter de nouvelles transactions. Vous pouvez customiser le formulaire pour créer les transactions. Ça fonctionne pareil pour les prévisions. Donc c'est ici que ça se passe. Et là, le deuxième onglet, pipeline, vous pouvez faire un forecast sur un pipe précis. Parce qu'évidemment, vous allez avoir plusieurs pipes. Vous pouvez avoir un pipe sales, un pipe renew, un pipe existing biz, etc. Donc, vous allez choisir de faire un forecast sur un pipe précis. Donc là, pour l'exemple, on va faire un forecast sur votre pipeline sales principal. Et c'est ici que vous allez définir, comme je vous le montrais tout à l'heure, les différentes étapes que vous allez mettre dans les différentes catégories. Donc là, ça fonctionne en menu déroulant, tout simplement. Et donc là, vous allez sélectionner, de vous dire, bah, pour moi, j'estime que mes transactions engagées, c'est quand je suis dans envoi contrat ou validation de cahier des charges. Les meilleurs cas, bon, c'est un peu avant, c'est quand j'ai qualifié déjà mon compte et que j'ai un rendez-vous d'audit technique prévu. Et donc voilà, là vous ordonnez vos étapes de pipe dans les différentes catégories ici et hop, vous sauvegardez. Hop. Et chose importante ici, vous allez paramétrer vos objectifs parce que là j'ai paramétré mon pipe, ça va me ranger mes transactions dans mes catégories, mais il faut aussi évidemment paramétrer les objectifs. Hop. Et donc, ça se passe ici. Donc là, vous voyez, je suis retournée un peu sur mon menu paramètres. Hein. Sur la gauche, je ne suis plus dans objet prévision. Là, je suis passée dans suivi et analyse objectif. Et c'est là où je vais définir mes objectifs. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, pour ceux qui sont en pro, vous n'aurez que le chiffre d'affaires. Pour ceux qui sont en enterprise, vous aurez la possibilité de faire un forecast sur les tickets, sur les transactions créées, les réunions réservées, les appels passés, voilà, temps de résolution moyen de tickets, temps de résolution de moyen de tickets. Enfin, vous avez beaucoup plus de critères, mais le chiffre d'affaires reste quand même le plus standard.
Et ici, on va créer nos objectifs. Donc, type d'objectif. Donc là, en l'occurrence, je suis plutôt sur un pipeline sales dans mon exemple. Donc, on reste ici sur la vente. Mesure, est-ce que c'est sur les appels passés, les transactions créées ou les réunions réservées? Bon, pour moi, ça sera plutôt, par exemple, les transactions créées. Je choisis mon pipe en question. Les utilisateurs, parce qu'encore une fois, tout le monde n'est pas concerné par mon forecast. Et donc là, je vais pouvoir sélectionner hop, les utilisateurs. Je les ajoute. Et donc là, vous voyez, ils sont ici. Et là, vous pouvez définir des objectifs mensuels pour ces personnes-là. Donc, si vous avez un objectif annuel, il suffit simplement de le diviser et de pouvoir le renseigner ici. Donc là, ou en nombre de transactions. Donc là, par exemple, il me faudrait 3, comme on a mis nombre de transactions dans la définition de nos objets. J'applique au reste de l'année, ça m'évite d'avoir à faire la manip pour tous les mois, et je sauvegarde. Voilà. Donc, je vais pas forcément aller plus loin dans la partie paramétrage du forecast, mais ce qu'il faut vous dire simplement, c'est que cet outil est vraiment en complément du pipe. Il n'est pas décorrélé du pipe. Vous aurez forcément besoin d'un pipeline sales pour gérer vos opportunités, etc. Donc, la partie prévision vient vraiment en supplément pour avoir un bon suivi, une bonne analyse de mes objectifs, de l'atteinte de mon objectif par mes équipes et par les membres de mes équipes lors de vos réunions hebdo. Ça permet d'avoir un bon tracking, un bon suivi. Alors, je pense qu'on a pris un peu d'avance avec Louis sur le planning. On a été un peu plus rapide que prévu. Mais en tout cas, on arrive à la fin du programme d'aujourd'hui qui était déjà un peu dense. La partie sales, en général, il y a pas mal de choses à voir, pas mal de fonctionnalités. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu et que vous avez appris certaines choses. Est-ce que, alors je regarde juste s'il y a des questions, si tout le monde a bien eu les réponses aux questions. Alors non, oui, pour l'instant, la TVA est pas calculée automatiquement sur les devis. Pour l'instant, j'ai pas eu d'écho comme quoi c'est quelque chose qui va sortir en bêta prochainement. Maintenant, là-dessus, si c'est pas déjà fait, tu as des formulaires HubSpot qui permettent de faire remonter ce genre de choses. Je t'invite à le faire en tout cas pour que ça soit bien marqué dans leur to-do. Mais en tout cas, non, j'ai pas de visu sur la sortie de cette fonctionnalité. Ok, bon bah écoutez, ça a l'air d'être tout bon pour vous. Merci en tout cas pour vos commentaires. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Et puis comme on vous l'a dit, on reste à dispo si jamais vous avez des questions. Si certaines réponses n'ont pas pu être apportées tout de suite parce qu'on n'avait pas les réponses ou les exemples à vous donner. De toute façon, on vous recontactera pour vous donner toutes les informations a posteriori. Et tout comme Louis, s'il y a besoin, je reste disponible via LinkedIn si jamais vous voulez nous contacter. Et puis bah voilà, encore une fois, j'espère que cette session a été intéressante pour vous. Et puis je peux vous souhaiter qu'une bonne prise en main de l'outil pour ceux qui l'ont déjà. Belle journée à tous, à bientôt.